Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler des droits au sein d'un espace politique. Des droits qui nous sont vendus comme des libertés qui en réalité finalement ne sont pas toujours des libertés, voire même dans certains cas deviennent véritablement des aliénations. Alors très souvent, ça fait quelques décennies qu'on a des progressistes qui nous vendent des nouveaux droits sociétaux pour la majorité, qui seraient des droits nouveaux desquels nous pourrions jouir à notre guise, et on nous explique bien que tout va de mieux en mieux dans ce pays puisque nous avons de plus en plus de droits, que ce soit des droits LGBT, que ce soit des droits au niveau du travail, que ce soit des droits au niveau de notre manière de gagner de l'argent ou de notre liberté de penser ou que sais-je. Et en fait, je vais prendre quelques exemples concrets pour montrer tout simplement que ces fameux droits qu'on nous vend, très souvent, encore une fois je le répète, sont des droits factices ou alors des droits qui sont acquis par une classe sociale plutôt extrêmement aisée et bourgeoise, qui n'ont absolument rien à voir avec les vies que les classes sociales plus basses mènent, et donc les combats de ces classes sociales aisées et riches, ne touchent pas en fait les classes qui sont en dessous d'elles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques de vie et parce que ce qui est la liberté pour l'un quand il a beaucoup d'argent peut être une aliénation pour un autre. Allez, on est parti, je vous parle de ça en prenant tout simplement des cas concrets. Alors le premier cas, c'est tout simplement par exemple la liberté d'avoir la GPA. Alors la GPA, elle est intéressante tout simplement parce que c'est en fait un droit nouvellement discuté, c'est pas un droit qui est encore acquis, mais je voulais en parler tout simplement parce que c'est un droit qui dérive directement du droit pour les homosexuels à se marier. C'est-à-dire que les homosexuels avaient le droit, en France, d'avoir la même vie que tout le monde, de ne pas être discriminés, et tout ça est extrêmement bien, et je suis à 100% avec ce droit. Il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que quand on a voulu faire le mariage pour tous, on a tout simplement voulu, déjà dans un premier temps, casser un modèle de société, mais ça n'est pas l'objet de la vidéo. Mais ce qu'on a voulu faire aussi, c'est tout simplement faire en sorte que les homosexuels puissent construire leur vie, tout simplement, sur la norme, sur le modèle des hétérosexuels. Et donc, au nom de l'égalité, puisque les hétérosexuels ont naturellement des enfants, au nom de l'égalité, on a décidé que les homosexuels doivent aussi, eux, au nom de la liberté, pouvoir avoir des enfants. Seulement, évidemment, comme ça n'est pas possible naturellement, il a fallu trouver des artifices. Ça s'appelle la PMA, qui est d'ores et déjà acceptée pour tous. Et puis, il va y avoir bientôt, elle est en discussion, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle va advenir, la GPA. La GPA, qui je le rappelle, est la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait, finalement, de demander à une personne contre une somme d'argent, de porter son bébé, puisque deux homosexuels masculins ne pourront pas, ni l'un ni l'autre, porter un bébé, quoique aujourd'hui, avec le transgenrisme, on n'est plus sûr de rien. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, deux personnes homosexuelles ne pourront pas avoir un enfant naturellement, ils vont donc faire appel à une mère porteuse. La GPA, c'est ça. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Tout simplement parce que parfois, un droit, quand on nous a vendu le droit des homosexuels à se marier, on nous disait, au nom de l'égalité, les hétérosexuels se marient, pourquoi les homosexuels ne se marieraient pas? Et on a vilipendé sur l'espace public, on a expliqué que tous les gens qui étaient contre le droit des homosexuels à se marier, étaient de curieux réactionnaires, de furieux imbéciles, qui n'entendaient pas le sens de l'histoire, qui serait le fait d'acquérir de nouveaux droits tout azimut sans jamais réfléchir. Et en fait, le problème, c'est que ceux qui étaient contre le mariage pour tous, avaient saisi que parfois un droit peut être un effet de cliquet pour débloquer d'autres droits. C'est-à-dire que quand vous avez accepté le mariage pour tous, vous avez accepté le fait qu'au nom de l'égalité, des gens qui sont homosexuels, qui ont une orientation sexuelle différente, puissent se marier comme les hétérosexuels. Et c'est toujours au nom de cette égalité, une fois que le droit à se marier est acquis, c'est toujours au nom de l'égalité, qu'on va demander le droit à avoir un enfant comme les hétérosexuels. On a commencé par les femmes parce que la PMA est quelque chose qu'on avait déjà en partie accepté pour les couples qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Donc on a expliqué que la PMA, l'élargir à tous, élargir ce droit à tous était une bonne chose. Mais là encore, ça n'était qu'un effet de cliquet, puisqu'au nom de l'égalité, on va dire si deux femmes qui s'aiment et qui sont homosexuelles et qui vivent ensemble peuvent, grâce à la PMA, avoir un enfant,
alors au nom de l'égalité, eh bien 2 homosexuels hommes devront également pouvoir avoir un enfant. Et c'est au nom de cette égalité, à chaque fois qu'on avance vers des nouveaux droits qui peuvent parfois poser problème. En l'occurrence, la GPA, même si on nous parle de GPA éthique et de toutes ces choses-là, c'est un droit qui peut poser des questions. Mais là n'est pas le propos de la vidéo de dire ce qui est bien, ce qui est mal, même si de la manière dont je le dis, vous comprenez bien ce que j'en pense. Mais l'objet de la vidéo est surtout de dire que parfois un droit est un effet de cliquet pour obtenir d'autres droits derrière. Donc quand on accepte en fait que des personnes ou une catégorie de personnes aient de nouveaux droits, il faut bien se demander si ces droits, au niveau de la société, à long terme, eh bien si c'est une bonne chose pour la société à long terme. Parce que très souvent dans notre société individualiste, on nous demande de réfléchir les choses de manière individualiste. C'est-à-dire, en gros, si 2 homosexuels se marient, quel est le problème pour moi qui suis hétérosexuel? On m'empêche pas de me marier. Enfin, je veux dire, normalement, ça ne touche pas ma vie. Ça ne touche pas ma vie en tant qu'individu, effectivement. Mais ça touche ma vie en tant que je fais partie d'une société avec certaines normativités, avec une certaine culture, avec une certaine manière de vivre et avec des cadres définis de vie. Si je tiens à ces cadres de vie et que j'ai envie qu'ils perdurent dans les années futures et dans les années à venir, eh bien, c'est à ce moment-là que le droit de certains, qui ne me retire pas à l'instant T de droit à moi, mais le droit de certains peut faire évoluer la société dans une direction qui ne me convient pas et qui portera atteinte à mon droit de vouloir, pour mon environnement, pour ma société, vivre dans telle ou telle normativité. Mon avis n'est pas moins important ou moins légitime que celui des autres. C'est pour cette raison qu'il faut l'entendre, mais restons concentrés sur les droits. On voit ici dans cet exemple que un droit peut être un effet de cliquet pour tout un tas d'autres droits. Le second point que je souhaiterais interroger au niveau des droits que nous donnent les progressistes, on va dire, peut-être les libéraux aussi parfois, les ultra-libéraux, au niveau sociétal, parce que très souvent au niveau économique, on le verra, la liberté elle est quand même moins rapidement donnée. Et là on va parler d'ailleurs du travail. On nous dit que le travail c'est l'émancipation, que le travail, le fait d'aller travailler, de vendre sa force de travail, est aussi une liberté. C'est-à-dire qu'on peut ne pas travailler si on veut. Ça c'est dans le discours. Travailler, c'est un droit. Sauf que dans les faits, si vous avez fait de bonnes études, si vous avez grandi dans une bonne famille, si on vous a poussé, si vous avez eu la chance de trouver une voie et de trouver un travail qui n'est pas trop physiquement compliqué et qu'en plus vous aimez et qui vous épanouit, évidemment que je peux comprendre que dans ce cas-là, eh bien, le travail est une émancipation et est un droit auquel vous tenez et peut-être un droit que vous avez envie de partager si vous êtes généreux. Sauf qu'en réalité, ça n'est valable que pour les classes hautement qualifiées et les classes très bourgeoises. C'est-à-dire que le fait de travailler ou de ne pas travailler est un choix quand vous avez déjà hérité de beaucoup d'argent. Il est impossible d'avoir ce choix quand vous faites partie des classes sociales basses. Clairement, un prolétaire qui vient au monde n'a pas ce choix. Il doit travailler pour subsister parce qu'il n'existe aucune autre alternative. Pour avoir le choix, il faut avoir plusieurs alternatives. En l'occurrence, il n'y en a pas d'autres. Le système est ainsi fait, le système politique et économique dans lequel nous évoluons, est ainsi fait que nous n'avons absolument pas le choix. Le prolétaire, ou même les classes bourgeoises, n'ont absolument pas d'autre choix que de travailler, ou de commercer, de travailler pour eux-mêmes, ou de travailler pour un patron, mais dans tous les cas, vous devez travailler pour pouvoir subsister. Et il n'y a aucune autre manière de subsister dans un système capitaliste. Aucune. Donc là, c'est pareil, c'est un droit qui est quand même, somme toute, assez relatif. Parce que, eh bien, c'est un droit qui, très vite, se transforme en aliénation. Parce qu'à partir du moment où vous faites quelque chose d'une manière contrainte, et qu'en plus, ça prend une part très importante de votre vie, eh bien, c'est une aliénation. Alors, on peut être d'accord avec cette aliénation, trouver qu'elle est bien, trouver qu'elle est utile, trouver que c'est un mal nécessaire, trouver que c'est une aliénation indispensable, peu importe. Mais on ne peut pas appeler ça un droit ou une liberté, ou une émancipation. Je voudrais prendre un autre exemple également. On nous parle souvent de la liberté qu'ont les femmes ici en France au nom d'un droit encore, d'une liberté nouvellement acquise. Cette liberté et ce droit, c'est que les femmes peuvent dorénavant, aujourd'hui, faire ce qu'elles veulent de leur corps. Et on nous vend ça évidemment comme une nouvelle liberté, quelque chose de très généreux, de très progressiste, une tolérance supplémentaire, voire une douceur que l'on permet pour les gens. Seulement, encore une fois, là, on est dans le cadre d'un droit qui est éminemment bourgeois.
Si évidemment une bourgeoise qui a hérité d'une grosse fortune ou qui a un bon travail et qui touche, je sais pas, entre 10 et 15 000 euros par mois, si une telle personne décide de se prostituer, il est évident que c'est un choix. Maintenant, en France, on a tous vu ce nombre grandissant de petites étudiantes qui se prostituent pour payer leurs études. Est-ce que là, on est dans le cadre d'un choix? Évidemment, non. Comme dans le cas du travail, on est dans le cadre d'une aliénation qu'on nous a vendue comme un droit. Tout simplement parce qu'à chaque fois, les droits et les libertés qui nous sont accordées, eh bien, ce sont des droits qui ont été attribués et pour lesquels se sont battus une classe bourgeoise qui n'a absolument rien dans sa vie en commun avec les classes en dessous d'elle. Elle acquiert pour elle des droits qui se transforment pour les classes sociales plus basses, qui se transforment en aliénation. Parlons par exemple du travail le dimanche, quelque chose qui a été nouvellement acquis et qui nous a été vendu comme un nouveau droit pour les personnes qui souhaiteraient augmenter leur salaire parce que, eh bien, il y a certaines personnes, nous a-t-on dit à l'époque où on nous l'a vendu au niveau politique, on nous a dit il y a des gens qui le dimanche, n'ont pas forcément de choses à faire chez eux, qui n'ont pas forcément de famille avec laquelle ils ont envie de rester, et du coup, ces gens-là peuvent travailler le dimanche et c'est leur accorder un droit supplémentaire pour faire gonfler leur salaire, pour avoir des heures supplémentaires et augmenter leur niveau de vie et leur qualité de vie par leur niveau de vie, par leur niveau financier. Il y a beaucoup d'endroits où on travaille le dimanche et puis c'est pas un drame, donc voilà quoi, c'est pas si compliqué que ça de travailler le dimanche. Ça. Non, pas du tout. C'est pas intéressant. De travailler le dimanche, il faut se reposer, c'est le jour du repos. Parce qu'il y a plein de trucs à faire, il faut aller prier, profiter de faire des trucs à la maison, arranger ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire pendant la semaine. Je suis pour que ce pays tourne. Et pour qu'il tourne, rien ne vaut qu'une fluidité dans l'activité économique et financière. Si on permet une plus grande ouverture de toute l'activité économique le dimanche, enfin tout le long de la semaine, que ce soit le dimanche, ça permettra de mieux répartir les flux économiques, financiers. Et comme ça se pratique à Londres depuis des années, c'est pas pour ça que les gens n'ont pas de repos dominical ou autre, et de vie de famille. On n'a pas de vie, on n'a rien du tout, quoi. Le dimanche quand même, c'est la seule journée où toute la famille elle peut se réunir et tout ça. C'est la seule journée qu'on peut tout le monde se voir en même temps, manger ensemble, tout ça. C'est un jour de repos dans la semaine en fait. C'est le mardi ou le lundi, voilà. Ça casse un peu de quoi en fait. En tant que consommateur, je pense qu'il est bon d'avoir des opportunités supplémentaires pour pouvoir faire ses achats. Je ne fais pas beaucoup de courses le dimanche. S'il y a des boutiques, des librairies ouvertes, j'y rentrerai, quoi. Mais je veux dire, c'est pas, j'attends pas le dimanche pour m'approvisionner, disons. Et pour cause, je suis à la retraite, donc j'ai pas de besoin dans ce sens-là. Ça me simplifierait la vie de temps en temps que tout soit ouvert le dimanche, donc voilà. Je peux m'arranger pour acheter des choses avant dimanche. Par contre, aux États-Unis, tout est ouvert et apparemment, ça ne pose aucun problème. Et tout le monde y trouve son compte. Non et non. Je m'en fous, je peux aller consommer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, ça veut dire quoi ? On n'est pas obligé d'avoir tout d'un coup des urgences un dimanche. Les seules urgences qu'il puisse y avoir, c'est les hôpitaux ou je sais pas. Non. Ma journée de repos, en fait, c'est un lundi sur deux. Je suis là au marché, je bosse très bien même. Je bosse très bien. Je fais ma meilleure journée les dimanches. Une très bonne idée, ouais. Pour casser toutes les finesses qui se posent à la maison. Et on est contre les 35 heures, on est pour les 45 heures. Non, tranquille, si on gère la famille, ça gère. Ouais, t'as raison ou pas? Bah oui. Alors, ouais, j'ai une famille, heureusement. Je bosse tous les dimanches, 2-3 mois, après je me barre, je passe une semaine avec eux. Je récupère tous les dimanches. Et voilà. Et on s'aperçoit, que ce droit qui nous a été donné est devenu aujourd'hui une aliénation. Encore une fois, ça reste un droit pour les gens qui ont beaucoup d'argent et pour les gens qui ont des métiers où ils touchent beaucoup d'argent et où ils ont véritablement, où ils ont beaucoup de diplômes parce qu'ils pourront trouver un autre emploi ailleurs si jamais le patron les force à travailler le dimanche. Mais on voit que pour les classes sociales basses, travailler le dimanche, quand vous êtes contraint par les factures qui s'accumulent, on n'est plus dans le cadre d'un droit. On est dans le cadre d'une permission
d'aliéner un petit peu plus les gens au travail. On voit clairement qu'une personne aujourd'hui qui travaille dans le commerce et qui refuse de travailler le samedi ou qui refuse de travailler le dimanche ne sera pas embauchée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce droit de travailler le samedi d'abord, j'en ai pas parlé, et puis le dimanche plus récemment, n'est absolument plus un nouveau droit et un choix. C'est quelque chose qui est passé dans les mœurs et qui est aujourd'hui une obligation. Parce que quand vous avez un nouveau droit, eh bien ce droit va passer dans les mœurs. Ce droit va devenir une habitude. Et cette habitude va devenir une obligation. Une obligation dans un premier temps parce que parfois la nécessité vous y contraint, comme le cas du travail le dimanche et des factures qui s'accumulent. Mais parfois aussi tout simplement parce que si tout le monde le fait, pourquoi vous refuseriez de le faire ? Ce qui veut dire que ce qu'on nous vend au départ comme un nouveau droit qui concernera seulement ceux qui le souhaitent, eh bien très souvent, par un effet d'habituation et d'entrée dans les mœurs, d'incorporation dans la société de ce nouveau droit, eh bien va devenir quelque chose qui sera obligatoire, que vous devrez faire. Comme le fait par exemple d'aller travailler, je ne sais pas, à 1 heure ou 2 heures de chez vous. C'est quelque chose qui était impensable il y a quelques décennies. Aujourd'hui, si vous ne le faites pas, vous êtes un feignant. Il y a d'autres libertés comme ça qui sont à questionner. On nous dit par exemple, d'une manière peut-être plus flagrante, il y a des libertés comme ça où on nous dit par exemple, tu as le droit d'aller en jet privé à Hawaï. Oui, j'ai ce droit. Mais ce droit n'est pas effectif. Parce que si j'ai le droit de le faire, je n'ai pas les moyens de le faire. Donc il faut bien faire la différence aussi quand on nous vend un nouveau droit entre la possibilité qui existe de faire telle ou telle chose et l'effectivité que je puisse faire telle ou telle chose. Je peux acheter une Ferrari si je veux. Mais dans le réel, je ne peux effectivement pas acheter une Ferrari. Je n'ai pas les moyens. Donc à chaque fois, on le voit, on revient souvent là-dessus, on voit que ce sont des nouveaux droits qui sont acquis par une classe bourgeoise, voire une classe très bourgeoise, je ne parle pas des gens qui touchent 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, je parle des gens qui sont au-dessus de tout ça, qui sont à 10 000 euros par mois, ce sont ces gens-là qui cherchent à gagner dans la société de nouveaux droits pour eux sans jamais penser aux droits pour les classes sociales plus basses. Par exemple, on nous vend aujourd'hui maintenant la liberté tout simplement de mourir dans la dignité. On est en train de nous dire que voilà, il faudrait qu'en France on puisse bénéficier du suicide assisté. Et on nous vend ça effectivement comme quelque chose de progressiste. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'aujourd'hui on essaye par de nouveaux droits progressistes de répondre à tous les caprices des progressistes et des gauchistes justement. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo est de dire que ce droit, si on l'acquiert un jour, peut se transformer en une aliénation vraiment très très flippante. Je vous donne un cas qui s'est passé aux États-Unis. Je vous mettrai peut-être en screenshot ou alors je vous mettrai le lien en description. Mais d'une personne qui, par exemple, aux États-Unis, s'est vue répondre par son assurance santé, par sa mutuelle. Elle avait une maladie, c'était un cancer, et elle avait demandé à son assurance s'il pouvait lui payer tout simplement le traitement pour pouvoir essayer de guérir de son cancer, pour traiter ce cancer. L'assurance a répondu à cette personne que le cancer paraissait, enfin en tout cas le traitement pour guérir le cancer paraissait beaucoup trop cher à assumer pour l'assurance. Par contre, l'assurance ne verrait aucun inconvénient à lui payer une euthanasie. Ça veut dire que les gens qui auront les moyens pourront se payer des traitements, si on essaye de penser un petit peu à long terme, comme je vous y ai invité depuis le début de la vidéo, il y a des gens qui vont pouvoir, avec leur argent, se payer des traitements, ou alors parce qu'ils auront de meilleures assurances, se payer des traitements, et puis d'autres n'auront que les moyens de se payer la dignité dans la mort. C'est ce qu'on appelle la dignité dans la mort. C'est-à-dire qu'on paiera le suicide à certains et puis on paiera le traitement pour d'autres. Ça fera une société à deux vitesses. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, à chaque fois qu'on pense nouveaux droits progressistes, on pense nouveaux droits pour les classes ultra-bourgeoises, qui ne pensent absolument pas aux libertés effectives pour les classes sociales plus basses que les leurs. Jamais personne, par exemple, dans le cadre d'un divorce pour une femme, on nous dit, voilà, une femme, quand elle divorce, elle a besoin de pouvoir travailler pour pouvoir s'émanciper de son mari. Pourquoi pas, le discours tient. Mais dans les faits, si vous êtes une personne qui touche 10 000 euros par mois
et que vous êtes une femme et que vous divorcez, vous touchez 10 000 € par mois, vous travaillez, vous payez des domestiques pour faire le ménage, vous payez 2 ou 3 nounous pour s'occuper de vos enfants, aller les chercher à l'école, les sortir le week-end. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes une femme prolétaire et que vous divorcez et que vous êtes obligé d'aller travailler pour un SMIC, vous n'avez pas les moyens de vous payer de nounous, vous n'avez pas les moyens de vous payer de femmes de ménage, vous n'avez pas les moyens de vous payer de gens qui vont s'occuper de votre enfant pendant que vous n'êtes pas là. Donc vous allez devoir sacrifier votre enfant, vous allez devoir revoir à la baisse l'éducation de votre enfant et le temps de qualité que vous allez passer avec votre enfant, parce que vous serez exténué sur les genoux, vous allez devoir vous occuper de votre maison et en plus du travail salarié que vous aurez pour subsister. Et on nous vend ça comme une nouvelle liberté, ça n'est pas une liberté. Donner de l'argent aux femmes célibataires sans qu'elles aient besoin de travailler, ça c'est une nouvelle liberté. Mais pas là, là on n'est pas dans le cadre d'une nouvelle liberté. Il faut vraiment entendre ça. Donc voilà, écoutez, je vous ai donné quelques exemples concrets, j'espère que je suis clair. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai ou en commentaire ou éventuellement dans une vidéo complémentaire si je n'ai pas été assez exhaustif pour vous ou assez clair dans mon propos. Mais en tout cas, la morale et la conclusion de cette vidéo, c'est tout simplement de bien réfléchir quand on nous vend de nouveaux droits, à ce que ces droits ne modifient pas notre société dans une direction qui ne nous intéresse pas. Bien vérifier que les nouveaux droits qu'on nous vend ne se transforment pas en aliénation future, ou bien vérifier que ces droits ne soient pas tout simplement des droits qui sont réclamés par des bourgeois, faits par des bourgeois, et qui s'adressent à une classe ultra-bourgeoise et qui n'a absolument aucun intérêt pour nous qui sommes de classe beaucoup plus basse. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la présentation de livres ou pour ce genre de réflexion comme aujourd'hui dans la vidéo. Au revoir.